Lucie? Oui, donc bonjour à tous, je suis le docteur Lucie Versnayen, donc moi je suis pédopsychiatre, je suis médecin directrice de 2 CMPP qui dépendent de l'association La Sauvegarde du Nord à Lille, le CMPP Binet qui est un CMPP traditionnel, consultation de pédopsychiatrie, et le CMPP Chassagny qui est un CMPP qui s'occupe particulièrement des adolescents en situation de décrochage scolaire et qui fera l'objet d'un atelier cet après-midi. Je suis aussi thérapeute familiale et au quotidien, au cours de ma pratique, j'ai à cœur de travailler sur la question de la collaboration avec les familles dans un parcours de soins d'un enfant ou d'un adolescent qui vient au CMPP. Et donc Eric m'a proposé de participer à sa présentation et j'ai accepté avec plaisir. Et merci Eric. Donc je suis Éric Trapenier, je suis psychologue, je suis psychothérapeute de famille. Ce qui veut dire que 2 jours et demi par semaine, je rencontre des couples, toutes sortes de couples, toutes sortes de familles. Je suis formateur en psychothérapie familiale, c'est-à-dire que je forme des professionnels du champ psychomédico-social, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux à l'approche systémique et à la thérapie familiale. Donc je suis également directeur de l'Institut d'études de la famille, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à Toulouse, donc, où j'ai formé l'Institut, où je consulte, je forme avec une équipe, bien entendu, dont Lucie fait partie. J'ai un institut qui est à Lille, donc je forme également, à Lille, à la thérapie de famille, je consulte. Et puis là, récemment, depuis 5-6 ans, je dirige aussi le pôle Caraïbes, puisque j'ai été appelé à former des personnes, donc, que ce soit Guadeloupe, que ce soit Martinique ou Guyane. Donc j'ai des groupes de formation longue. Pour résumer, donc, j'ai créé une approche spécifique qui s'appelle l'approche systémique expérientielle. C'est en partie le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et je suis auteur de plusieurs ouvrages, dont certains sont en rupture de stock, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Donc un qui s'appelle « C'est ma place », apprendre à être soi sans renoncer aux autres, et qui va être réédité en février 2022, c'est une édition augmentée, et l'autre, d'autres, mais en tout cas le dernier, l'avant-dernier, qui s'appelle « Se libérer des souffrances familiales ». Alors c'est vrai que ça m'a paru intéressant qu'on présente à deux. Je forme depuis très longtemps, il faut dire que je commençais, à travailler en 1985, on est en 2022. J'ai traversé plusieurs périodes dans le domaine des thérapies de famille. Et c'est vrai que quand je parle avec Lucie, elle me dit « Éric, la façon dont tu présentes, c'est un peu vieux jeu. Peut-être je peux t'aider à dépoussiérer, à augmenter, à améliorer ta présentation. Ça passera mieux maintenant. » Et je me dis que à la fois je l'ai formée, et à la fois elle me forme aussi. Et puis je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, la transmission. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter Aider l'adolescent en difficulté avec la question « Que faire de sa famille ?» Voilà. Donc avec Eric, on a réfléchi quand un professionnel reçoit un adolescent qui souffre, quel que soit son contexte de travail, donc moi en CMPP ou en MDA, Eric en consultation de famille, quel que soit son contexte de travail, de quoi l'adolescent il va nous parler. Donc en général, il va nous parler de la relation avec ses amis, son petit copain, petite copine, de ses groupes d'amis à l'école. Souvent, il nous raconte aussi les histoires qu'il y a entre eux. Il va nous parler de l'école, des fois à quel point ça peut lui mettre la pression de travailler, et aussi au contraire, des fois, à quel point c'est difficile d'y aller s'il n'y va pas. Il va nous parler, on en a parlé là juste avant, des usages de numérique. Donc sa vie sur les réseaux sociaux, parfois aussi ses mises en danger, les jeux vidéo. Et puis vraiment de façon systématique, pour ceux qui travaillent avec des adolescents, je pense que c'est vraiment courant, il va nous parler de sa famille. Et alors de sa famille, il va nous parler de ses parents qui sont soit ensemble, soit qui se sont séparés. Il va nous parler de sa belle-mère, de son beau-père, de ce que ses parents ils lui permettent, de ce qu'ils l'interdisent, des conflits. Il va nous parler aussi de ses frères et sœurs. Ça aussi, c'est régulier quand on a des adolescents. Moi, j'ai aussi beaucoup d'adolescents qui partagent leur chambre avec des petits frères, des petites sœurs. Et là, c'est souvent aussi l'occasion des fois de tensions au niveau de la famille.
justement quand on a des écrans, quand on veut regarder quelque chose, que le petit frère il a aussi l'écran ou qu'il doit se coucher plus tôt. Enfin, c'est des sujets de dispute. Il y a aussi toujours, moi en consultation j'entends la question du préféré. Oui mais toi, papa et maman ils s'occupent plus de toi, ou on me dit que je suis le préféré dans la famille. Il y a aussi quand il y a un adolescent qui souffre, aussi toute la question de quand je me fais du mal, quand je fais une tentative de suicide, comment mes parents y réagissent, est-ce qu'ils s'occupent de moi, est-ce qu'ils me disent c'est pas grave, est-ce qu'ils ferment les yeux, est-ce qu'ils m'emmènent aux urgences. Donc c'est vrai qu'en consultation quotidienne de pédopsychiatrie, la question de la famille, des parents, c'est vraiment au cœur du contenu des consultations. Il y a aussi, et je pense que ça c'est vraiment à la MDA, une question, c'est qu'est-ce que... des fois les adolescents ils disent ça je veux pas parler à mes parents, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui reviennent au sein des consultations. Et donc, vraiment, en tant que professionnel, la question, c'est comment on va accueillir cet adolescent avec ce discours sur sa famille. Parce que si on considère que le système dans lequel il évolue, principalement, c'est sa famille, voilà, comment on le prend en compte, sous quel prisme on va l'interpréter et dans quel sens on va prendre ce discours quand on est soignant ou professionnel dans l'aide. Alors là, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est important pour la suite, parce qu'il y a une première partie qui a été construite par nous-mêmes sur la compréhension et la deuxième partie sur l'intervention, comment intervenir. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 grandes formes d'approche dans le domaine des relations humaines. Vous avez une première approche qui est l'approche la plus célèbre, si j'ose dire, la psychodynamique. La psychodynamique, c'est la psychanalyse, tout qui est centré en général sur l'individu. Elle s'intéresse principalement au sens du symptôme. C'est-à-dire que vous avez un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, enfin, peu importe, cette personne va avoir toute une série de problèmes et le professionnel va essayer de remonter dans le temps pour essayer de comprendre l'origine du trauma. Donc c'est une approche qui est très importante parce qu'elle s'intéresse au sens du symptôme, c'est-à-dire qu'elle va aider le sujet à comprendre l'origine de sa souffrance. Vous avez une deuxième approche qui elle est beaucoup plus récente, dont on va développer certains concepts par la suite, qui est l'approche systémique. Alors l'approche systémique, on en entend parler beaucoup depuis 2008. Maintenant, avant on n'en parlait jamais, maintenant tout devient systémique. Bon, donc c'est pour vous donner quelques précisions sur ce qu'est l'approche dite systémique. Au départ, elle est centrée non pas sur l'individu, sur le sujet, elle est centrée sur la relation entre les individus. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous auriez un enfant qui a un problème, vous n'allez pas recevoir uniquement l'enfant, mais vous allez travailler avec l'enfant, le lieu où le problème est apparu, c'est-à-dire la famille, où il se développe et parfois il se maintient. Donc ça, on va développer dans une seconde partie. Et donc vous aviez une troisième grande famille d'approches qui ne s'intéresse ni au sens du symptôme, la psychanalyse, qui ne s'intéresse ni à la fonction du symptôme, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui s'intéressent au symptôme lui-même. C'est-à-dire qu'ils se fichent complètement du sens, la fonction ne les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est la disparition du symptôme. Alors, on a décidé de vous présenter l'intervention systémique, un nouvel outil pour comprendre les relations intrafamiliales. Et on voulait faire d'abord un peu d'histoire sur cette approche systémique. Donc, il faut voir que les thérapies systémiques, elles ont pris naissance aux États-Unis et ça semblait intéressant de faire un petit point sur le contexte social et politique où est née cette discipline. Donc en fait, au début du XXe siècle, aux États-Unis, c'était comme en France, le système de soins psychiatriques, il était asilaire. Donc j'ai mis des petites photos. Donc voilà, c'était l'enfermement des personnes qui présentaient des pathologies mentales, qui présentaient des troubles du comportement. On avait peu de ressources thérapeutiques, il n'y avait quasiment pas de traitement. La psychothérapie émergente à l'époque, c'était la psychanalyse, mais elle ne s'intéressait pas tellement à ce profil de personnes. Et donc, voilà, à l'époque, c'était l'enfermement et les thérapies de choc.
Et à partir des années 1940, aux États-Unis, il y a commencé à avoir un mouvement qui a commencé à dénoncer au niveau intellectuel, politique, aussi au niveau des familles sociales, de dénoncer ces conditions de prise en charge considérées comme inhumaines des patients. Et il y a eu l'émergence de la volonté politique quand même de transformer ce milieu de soins en un milieu plus thérapeutique avec l'apparition du processus de désinstitutionnalisation. Donc la désinstitutionnalisation, c'est un mouvement qui vise à réfléchir comment on peut réintégrer dans la société les patients qui sont hospitalisés depuis plusieurs années ou mois, et comment aussi on peut maintenir dans la société, dans leur milieu naturel, les personnes qui présentent des difficultés psychologiques. Et donc, à partir de ce mouvement, l'État américain il va commencer à financer des bourses de recherche pour la recherche au niveau des médicaments et des nouvelles modalités de prise en charge sociale et psychothérapeutique pour maintenir les patients dans leur milieu naturel. Et donc en 1950, il y a eu l'apparition des premiers psychotropes avec les benzodiazépines, ce qui est déjà une grande avancée parce que ça a permis de sédater des personnes qui avaient des troubles du comportement. Et en 1952, donc j'ai mis la petite carte des États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, à Palo Alto, s'est constitué ce qu'on appelle le groupe Palo Alto, qui a été constitué par les pionniers de la discipline des thérapies systémiques. Donc, on les a en photo, là. Du coup, en fait, le groupe des pionniers de la thérapie systémique, au début, ils se sont vraiment intéressés à l'impact de la communication humaine sur le comportement humain. Donc au début, ils ont élaboré toute la théorie de la communication humaine, donc le verbal, le non-verbal, ce qui nous semble maintenant aujourd'hui évident, mais à l'époque, c'était une grande révolution. Après, ils ont commencé à se questionner sur l'origine de la schizophrénie, en mettant en place des hypothèses comme quoi la schizophrénie, elle prenait naissance au sein d'un trouble de la communication au niveau du système familial, pour peu à peu développer vraiment la discipline de la thérapie familiale. Oui, j'ai des choses à dire en plus ou... Alors ce que j'ai à dire en plus, c'est la suite. Oui, c'est comment est-ce que les psychothérapies familiales sont apparues en Europe. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu et qui pourtant est extrêmement intéressant. Il y avait dans les années 65-70, alors moi j'étais très jeune, j'étais né mais j'étais très jeune, mais j'ai beaucoup fréquenté une personne qui s'appelle Mouni El-Kaïm, qui est décédée maintenant, qui a été un grand ami pour moi, quelqu'un qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, qui malheureusement est décédé l'an passé. Donc il y a eu un très grand mouvement qui s'appelait le mouvement de l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'était un mouvement extrêmement important à l'époque. L'idée de base, c'était soutenu par des psychiatres au départ. L'idée de base, c'est est-ce qu'on peut penser qu'un individu a une maladie psychique sans tenir compte du contexte politique et social. Donc ça, c'est l'idée de base. Et donc il y a eu toute une série de gens en Europe qui sont connus, qui se sont liés. Vous aviez par exemple en Italie, ils ont beaucoup travaillé pour la désinstitutionnalisation. Vous aviez Franco Basaglia, qui déjà à l'époque, dans les années 70, en Italie, a travaillé pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques et pour réintroduire le patient, le malade, dans la cité. Vous aviez, à Londres, à la Tavistock Clinic, une personne qui était un psychiatre aussi, qui s'appelle Ronald Leng, et donc son collègue qui s'appelle Ronald Leng, et puis David Cooper, qui, eux, s'intéressaient beaucoup. Alors, il faut savoir que la thérapie systémique, elle est apparue dans le domaine de la psychiatrie au début, uniquement. Donc, le problème, c'était... Ils avaient une clinique pour des patients psychotiques et schizophrènes, et leur grande question, c'était est-ce que les parents, sont la source des problèmes, ou est-ce que c'est parce que l'enfant il a un problème que les parents ne s'entendent pas? Alors, ça vous paraît lointain tout ça, mais enfin, il faut comprendre que c'est les bases profondes, de la recherche de la systémique au départ. C'est-à-dire, c'était tenter de comprendre. Pour les Américains, c'était tenter de, ce que Dr Reynaud disait ce matin, c'était corriger
le dysfonctionnement des familles. Mais il faut comprendre que les Américains, ils ont une façon de penser qui est extrêmement pragmatique. L'arrivée des thérapies familiales en Europe, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc l'idée de base, en tout cas, quand elles se sont introduites en Europe, les thérapies de famille, c'était tenter de comprendre la fonction d'un symptôme dans un contexte donné. Donc, en France, vous avez Félix Guattari, pour ceux qui le connaissent, qui était un psychanalyste, et Gilles Deleuze, qui était un philosophe qui était très reconnu en France en tout cas, qui ont aussi œuvré beaucoup pour ce travail. Et vous aviez Moniel Caïm, donc effectivement, qui était coordinateur de ce réseau. Donc, Moniel Caïm était un neuropsychiatre, était une grande figure de la thérapie familiale, une personne, de mon point de vue, que j'ai fréquenté pendant 35 ans, on va dire. J'étais tout jeune, j'ai fait ma carrière avec lui, j'allais aux États-Unis. J'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que je suis le plus jeune des plus vieux. Il m'a fait rencontrer, enfin, il m'a transmis beaucoup de choses. Et donc, c'était une personne qui coordonnait ce réseau à l'époque et qui a d'ailleurs créé l'Association européenne de thérapie familiale également. Et donc, voilà comment les thérapies de famille se sont, amenées en France. Donc voilà pour le petit côté historique. Et donc là, maintenant, je voudrais vous présenter un peu le socle théorique qui base l'intervention systémique. Alors, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les années 1930, en même temps que toute cette mobilisation de désinstitutionnalisation du milieu psychiatrique, il y a aussi une grande avancée au niveau scientifique sur la façon de voir le monde. C'est-à-dire que avant, au début des années 1900, la façon dont les scientifiques observaient le monde, ils allaient dans un milieu naturel et ils allaient classifier, on va dire, les espèces vivantes. Par exemple, dans une prairie, ils allaient classifier les espèces de papillons, par exemple, en fonction de la couleur des ailes, en fonction de leur forme. Et donc, ils allaient faire des colonnes et classifier les êtres vivants dans un milieu naturel. À partir des années 1930, il y a une vision complètement différente de la nature et de l'espèce vivante qui commence à se mettre en place au niveau scientifique et apparaît la notion d'écosystème. Et donc l'écosystème, maintenant je pense que tout le monde sait ce que c'est. En tout cas, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Donc on connaît tous, voilà, j'ai pris l'exemple de l'écosystème marin. Voilà, donc c'est différentes espèces qui vivent dans un même espace naturel et qui sont en interrelation permanente les unes avec les autres et qui échangent et qui communiquent et qui sont complètement dépendantes les unes des autres. Et on a tous en tête aujourd'hui que, voilà, par exemple, le réchauffement climatique, il y a la grande barrière de corail qui est très abîmée et du coup, ça a tout un impact sur la chaîne au niveau des poissons. Voilà. Et donc, voilà, vraiment, la notion d'écosystème, c'est aussi quelque chose qui va, au niveau du groupe de Palo Alto, les inspirer et inspirer leurs recherches. Il y avait Gregory Bateson, qui était un anthropologue extrêmement connu, dont la femme s'appelle Margaret Mead, qui sont les fondateurs du MRI au départ. À Palo Alto. Et donc, à partir de toute leur réflexion qui allie des avancées scientifiques, leurs propres observations, leur questionnement sur l'origine de la maladie mentale, ils commencent à élaborer la théorie vraiment qui va fonder la discipline de la thérapie familiale en définissant déjà la famille comme un système ouvert. Donc, ils définissent ça comme un ensemble de personnes qui s'influencent mutuellement et durablement. Donc voilà, donc des membres d'une même famille qui vivent sous le même toit et qui ont des interactions permanentes. C'est un système qui est ouvert sur l'environnement, c'est-à-dire qui échange de l'énergie avec l'extérieur, qui reçoit et qui impacte lui-même l'environnement social, politique dans lequel il évolue. Et son fonctionnement, il est marqué par des règles relationnelles, c'est-à-dire que le fonctionnement du système familial, c'est des éléments qui interagissent de façon non aléatoire. Donc, ce qu'ils vont développer au niveau de la discipline thérapie familiale, c'est vraiment l'idée que ce système de relations entre les personnes d'une famille, on peut le décrypter sous forme de règles. Voilà, il y a des règles, et avec des séquences relationnelles qui peuvent se repérer au sein des membres d'une famille. Par exemple, qu'est-ce que c'est de façon non aléatoire ? Vous avez une maman, vous avez une enfant. Vous posez la question à la maman, c'est l'enfant qui répond. Première fois, c'est un hasard.
Vous reposez la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Déjà, c'est une coïncidence. Vous reposez une troisième fois la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Vous avez tout de même une hypothèse qui est que chaque fois que je pose une question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Ça n'a l'air de rien, ces observations, mais c'est très très intéressant parce qu'on parlera de règles explicites. Une règle explicite, c'est une règle qui est nommée, et donc tout le monde la connaît. Une règle implicite. Par exemple, M. Romer a passé des vidéos qui seraient très intéressantes à, disons, disséquer pas à pas sur la façon dont les interviews sont menées. On a l'impression, quand on regarde ça, mais ça m'a beaucoup intéressé, que quand les parents, disons, discutent de la transgression des règles qu'ils posent, eh bien, finalement, ça fait sourire tout le monde. C'est un moment de rigolade. Mais c'est grave. C'est grave parce que déjà là, vous avez une situation qu'on remarque partout, hein, dans beaucoup d'endroits. Vous avez la règle explicite, tout le monde sait qu'en Italie, c'est très connu. En Italie, vous avez des panneaux, quand vous allez en Sicile, par exemple, c'est extrêmement intéressant, parce que là aussi, vous avez les panneaux qui sont en l'air et vous avez les panneaux au sol qui sont rigoureusement inverses de ce qui sont au sol. Mais je trouve que plus il y a une distorsion entre la règle explicite qui est nommée et la règle implicite, plus il y a de problèmes. Alors là, pour l'instant, c'est comment on relève tout ça. Après, je peux donner des indications sur comment on travaille avec ces situations. Donc, le deuxième point, c'est, disons, oui... Le deuxième point, c'est que, on va en reparler, c'est que, comme l'écosystème, on voit que l'écosystème dans la nature, il cherche un équilibre pour que chaque espèce puisse se développer de façon harmonieuse. Et dans une famille, c'est pareil. Ce qui développe au niveau de la discipline thérapie familiale, en théorie, c'est que la famille, le système familial, pour aussi que chaque membre puisse se développer de façon correcte, il cherche un équilibre. Et cet équilibre, on va reparler après, il va être amené à se re-questionner et à se retrouver à chaque période que va traverser la famille. Par exemple, disons que on va considérer, d'un point de vue systémique, qu'un symptôme, parce que là aussi, on ne va pas confondre un problème et un symptôme. Un enfant... les parents diront « je vous présente le problème ». Oui, pour eux, c'est le problème. Parce que le problème est externalisé, ce n'est pas eux, c'est l'enfant. Mais d'un point de vue systémique, pour nous, ce n'est pas un problème, c'est un symptôme. On va considérer qu'un symptôme est un comportement adaptatif à un contexte. Qu'est-ce que ça veut dire, un comportement adaptatif à un contexte? Je prends un exemple très simple. Vous prenez un enfant qui n'a aucun souci, qui n'a aucun problème. Brusquement, vous avez ses résultats qui chutent. Vous avez le fait qu'il commence à se mettre à bagarrer à l'école, que l'institutrice n'est pas contente, qu'elle appelle les parents. Et on voit dans la logique de cet enfant qui passe d'un comportement où il ne posait pratiquement, explicitement aucun problème, il se met à poser des problèmes. Je remarque que le problème des gens qui vont venir me rencontrer, par exemple, ce n'est pas les parents qui demandent, mais on leur a demandé de venir. Donc déjà, ils viennent sous commande. Vous relevez déjà que le problème est apparu à l'extérieur. C'est la plupart des situations que vous rencontrez, parce que ce n'est pas les parents qui décident de venir, mais dans beaucoup de cas, on leur suggère. Enfin bon, il y a toute une série de choses. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'enfant pose des problèmes, on voit que les parents sont en dispute depuis un certain temps, on fait jouer ce qu'on appelle la carte, le calendrier, et on se rend compte qu'on peut s'interroger dans quelle mesure est-ce que l'enfant ne se met pas à perturber le système dans lequel il est, parce qu'il entend beaucoup ses parents se disputer. Depuis qu'il entend beaucoup ses parents se disputer, il se met à avoir des comportements encore plus dysfonctionnants. Et on dira que le symptôme est un régulateur homéostatique des tensions familiales. C'est grâce au symptôme, vu de l'intérieur, que le système peut se maintenir, puisque le sujet de la séparation n'est plus d'actualité, c'est l'enfant. Donc c'est ça
l'homéostasie, c'est comment un système se maintient en équilibre et en quoi ce que nous interprétons, nous, comme étant un problème, puisqu'il est présenté comme ça, est la seule solution que le système a trouvée pour se maintenir à l'état original. Bon, ça, c'est ce que tu as expliqué. Oui. Donc, la fameuse théorie des systèmes, elle a été écrite par un monsieur. Alors, c'est sûr qu'au départ, si vous voulez, quand la thérapie familiale elle est apparue, la plupart des professionnels qui travaillaient étaient des psychanalystes, étaient des psychiatres, et ils travaillaient de façon empirique. Ils ont commencé à rencontrer des familles, et ils se sont rendus compte que quand celui qu'on appelait le patient désigné, ils appelaient ça au départ, puisqu'il était désigné par les membres de la famille, allait mieux, c'est quelqu'un d'autre qui allait moins bien. Et ça, pour ceux d'entre vous qui connaissent les situations, on se rend bien compte que parfois, il y en a un qui va mieux, mais je dirais, la fonction se maintient et elle se déplace. Donc, et ils ont utilisé comme rationalisation à leur pratique ce qu'on appelle la théorie générale des systèmes, qui a été écrite par Ludwig Bertalanffy. Donc là, si vous le souhaitez, vous allez avoir l'adresse de notre site. Disons, si vous voulez que j'ai publié des ouvrages qui sont malheureusement qui sont en réédition, je peux vous envoyer des articles, on peut vous envoyer des définitions, on peut vous envoyer des vidéos si vous vous êtes intéressé pour aller plus loin. Donc là, je vais les résumer assez rapidement. Donc, vous avez la rétroaction ou le feedback. Ça veut dire quoi, rétroaction ou feedback? Dans le domaine psychanalytique, on parlera d'une approche qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on part du là où il en est la personne, et puis on essaye de remonter dans le temps, et donc on fait jouer la flèche du temps. Dans l'approche dite systémique, on va parler de rétroaction, puisqu'on va parler de circularité relationnelle. Au départ, ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que j'observe comme séquence relationnelle. Et c'est très intéressant aussi de s'intéresser à la séquence dans l'ici et le maintenant. Je pose une question à l'enfant, c'est la maman qui me répond. Pour moi, ça s'appelle une rétroaction. J'ai des informations sur le fonctionnement du système parce que je pose plusieurs fois la question et je fais des hypothèses de règles. Donc ça s'appelle une rétroaction. Vous avez l'homéostasie que je viens de décrire, maintenant, et vous avez la non-sommativité. Alors la non-sommativité, c'est très très intéressant pour ceux que ça intéresse, et moi j'avoue que je suis passionné par ça. Je suis passionné par le couplage. Le couplage, c'est comment deux êtres humains se mettent en lien. Comment il y a des relations qui sont extrêmement positives entre deux personnes. Cela, on ne les voit jamais, où ils se rehaussent mutuellement. Mais vous avez aussi comment est-ce que deux personnes se mettent en lien et le problème de l'un vient renforcer le problème de l'autre. Enfin, je suis fasciné parce que je vis avec ça, je vois ça toute la journée. Et la non-sommativité, pour la définir plus clairement, c'est la somme des éléments de deux, d'une famille, n'est pas égale à la somme de ses composantes. C'est-à-dire quoi? Que je peux voir un monsieur tout seul, il peut me sembler très cohérent. Je peux voir une madame toute seule, je peux la voir très intéressante. Je les vois ensemble, je me dis, mais putain, mais c'est dingue. Ils sont complètement dingues. Et ça, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de faire des entretiens conjugaux, familiaux. Là, vous allez avoir bientôt le 24 et le 25 décembre, c'est la fête autour du sapin dans vos familles d'origine. Vous pouvez prendre ce PowerPoint et regarder point par point ce qui se passe avant le repas, après le repas, le 24 et le 25, et vous allez avoir beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui fait que vous faites le métier que vous faites. Et c'est intéressant parce que pour faire le métier que vous faites, comme dit ma fille, il faut avoir des problèmes. Non, papa. Je dis oui, je crois qu'il faut avoir des problèmes. Sinon, tu vas dans la banque, tu vas ailleurs. Mais disons, je pense que beaucoup de professionnels du champ médico-social, je pense que j'ai formé un certain nombre de personnes et je continue à former, c'est sûr qu'on peut faire le métier que vous faites, on peut y arriver par hasard. On ne peut pas y rester par hasard. Parce qu'il faut quand même avoir des cordes d'une sensibilité particulière pour s'intéresser à tout ce que nous nous intéressons. Et ça, je veux dire que ces couplages, ils se font entre les gens, ils se font entre nous et les personnes aussi.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je trouve telle personne sympathique? Je me dis, ouais, il a l'air chouette. Ouais, c'est ce que je pensais au départ. Oui, oui, c'est vrai. Tiens, celui-là, il ne me regarde pas. C'est pas juste ce que je dis, c'est injuste, c'est très injuste. Mais il y a des gens, quand je les vois, si vous voulez, je me dis, ouh là là, c'est du lourd. Hein. Et je trouve que c'est injuste. Mais déjà, nous sommes des caisses résonance où déjà on vient toucher chez nous quelque chose. Alors, je suis très intéressé, c'est ça, ça s'appelle, ça a été développé par mon collègue et ami et mon maître Moni El-Kaïm, qui s'appelle les résonances. Comment immédiatement, quand vous dites bonjour à quelqu'un, déjà, on a déjà des informations très subjectives sur ce qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne va pas tarder à connaître. C'est vraiment très intéressant. Donc ça veut dire que chez chacun d'entre nous, on a tous des éléments dormants qui existent, d'insécurité, de sécurité ou de beaucoup de choses, mais que ces singularités ne se réveillent que quand elles sont amplifiées. Et que dans beaucoup de cas, par exemple, ce qu'on va remarquer, où les gens ont des relations positives, ça ne se développe pas. Mais parfois, il va y avoir des relations où les gens vont commencer à me dire « Vous savez, monsieur Trapenier, on se demande si vous êtes compétent. » Mais je dis « Comment ça me fait chier, cela ?» Bon. Et j'ai une boule au ventre qui se constitue, ça n'avance pas. On se demande depuis qu'on vous voit si c'est pas pire qu'avant. Bon, c'est vrai que je me dis « Bon, d'accord. » Et alors là, c'est très important de se dire, attendez, qu'est-ce qui est intéressant? C'est quoi l'intérêt pour eux de me montrer que je n'avance pas? Et ça aussi, c'est un point qui n'est pas marqué sur le PowerPoint. Je prends une minute parce que je n'avais pas pensé à le dire. Mais la question de la culpabilité dans nos métiers. Nous travaillons beaucoup avec la culpabilité. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Voilà. Notre fils vous déteste. Ben, je dis, je ne sais pas quoi. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que moi, par exemple, je vois des familles, la gosse, 14 ans, t'es vieux, t'es pu, tu pues, t'es con. Je dis, oui, c'est ça. Et alors les parents sont à côté, me regardent, ils me disent, ouais, elle n'est pas gentille avec vous. Hein. Oui, alors c'est pas la fille que j'en veux en fait. C'est ses parents qui sont derrière, qui me mettent en position de compétence, puisque elle ne veut pas venir dans la salle, elle ne veut pas venir dans mon bureau. Et les parents, ils attendent qu'elle vienne dans mon bureau. C'est ça. Et alors ça, c'est des éléments importants qui sont importants à travailler. Alors parfois, c'est difficile de travailler sur le moment, mais je trouve que c'est très intéressant de penser que ça ne vient pas uniquement de moi. On ne se projette pas contre un écran blanc. En fonction de quelqu'un que vous avez en face de vous, ça, moi, au moins, j'aimerais que vous reteniez ça de Lucie et de moi dans la situation, c'est que les gens ont un art rare de nous mettre les pieds dans des sabots qui ne sont pas les nôtres. Et souvent, plutôt que de réfléchir au segment relationnel qui est en train de se mettre en place entre eux et nous, on pense à nous, on rêve à notre histoire. Et puis on s'est dit, bon, elle a raison, c'est vrai, je ne suis pas très compétent. Au début, c'est ce que je me disais. Quand les gens me disaient, on se demande si vous êtes compétent, je disais, ça y est, ils ont vu que je ne me sentais pas compétent. Je pensais que c'était lié à moi. Mais ça aussi, c'est très intéressant. Donc, je travaille avec Lucie. Et donc, elle forme, elle travaille auprès de mon institut. Et je l'aide aussi. Un jour, bon, je le dis parce que ça me passe par la tête et puisque ça m'intéresse qu'ils soient au courant. Je suis pas au courant, là. On avait passé une journée de travail ensemble. Et alors, je lui dis, tiens, on pourrait prendre une photo tous les deux. Et elle me dit, Eric, non, photo, maintenant, ça se pense. C'était pour garder un souvenir. Elle me dit, Eric, il n'en est pas question. Alors, c'est vrai que ça m'a beaucoup vexé sur le moment, ça me foutait le bourdon, le moral à zéro. J'ai dit, bon, puisque là n'est pas question, je dois avoir quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas. Et puis un mois après, je lui dis, tu sais, l'autre jour, ça m'a vexé que tu me dises que tu ne voulais pas faire une photo avec moi. Elle me dit, écoute, je sortais des toilettes, je me suis regardé dans la glace, quand je me suis vu, je me suis dit, non, non, mais c'est-à-dire que c'est très important. Mais c'est véridique. Non, mais c'est véridique. Et je dis, excusez-moi, non, mais elle est présente. Je ne lui ai jamais dit, mais c'est intéressant parce que on se croit le centre du monde parfois. Et je pense qu'à un moment donné, on gagne à se dire, c'est dans ma tête ou c'est dans leur tête? La sommativité, c'est ce point-là. Et l'équifinalité, si vous voulez, là, nous revendiquons le fait que c'est pas parce que vous avez deux symptômes qui sont
analogue dans deux contextes différents, que les causes sont les mêmes, puisque nous remettons en question le principe de causalité linéaire. Ok, bon. C'est sans transition, là, parce que... Alors, les axiomes de la communication, c'est moi qui le fais, ça aussi ou oui. Les axiomes... Donc, on parlera de relations complémentaires et de relations symétriques. Une relation symétrique, c'est quand vous avez deux personnes qui se disputent et qu'il y a une escalade relationnelle. Et donc, on voit comment est-ce que je monte, elle monte, je monte, elle monte. Et on parlera de symétrie parce qu'il y a une tentative d'égaliser avec l'autre à chaque moment de la dispute. Et vous aurez des relations qu'on appelle complémentaires. C'est des relations qui visent à maximaliser la différence. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui sait tout. Et plus, vous avez, par exemple, pour parler très concrètement, je suis en train de travailler avec une famille. Vous avez l'enfant qui a 8 ans qui fait comme ça à sa mère, et vous avez la mère qui lui fait le nœud de la chaussure en même temps qu'elle me parle. La gosse a 8 ans. Et ça, je trouve très très intéressant, parce que vous voyez, et là-bas, je lui dis, mais vous lui faites les lacets à l'âge de 8 ans? Elle me répond, mais j'adore les poupées. Alors c'est sûr que la gosse, elle vient parce qu'elle n'arrive pas à suivre à l'école, elle n'arrive pas à apprendre, mais ça c'est ce que la maman vous dit, ce qu'elle vous montre. C'est que la mère, je dirais, il y a une relation symétrique qui est que la mère est en position de celle qui sait, et plus elle est en position de celle qui sait, plus l'enfant doit se mettre en position de celui qui ne sait pas pour maintenir sa mère en position de celle qui sait. Et alors, on parlera de système flexible et de système rigide. Alors, système flexible et système rigide, on a un peu de temps, mais je vais passer directement à l'adolescence. Donc, vous avez ces situations où vous avez un couple qui se forme. Donc, quand vous avez deux personnes qui se rencontrent et qui transforment leur relation. Alors, transformer leur relation, ça veut dire quoi? Même à l'heure actuelle, je pense que c'est encore comme ça d'ailleurs, quand une relation se transforme, en tout cas la première entre deux personnes, vous avez chaque membre du couple, qu'il soit hétérosexuel, homosexuel ou autre, qui va présenter sa trouvaille à sa famille. Ce qu'il faut bien comprendre, de ce que je veux relever par là, c'est que l'être humain est le seul animal à avoir des beaux-parents. Et ça, c'est très important parce que quand on commence, on croit qu'on rencontre une personne, et c'est vrai qu'on rencontre une personne, mais quand on connaît sa maman, quand on connaît son papa, quand on voit ses frères et sœurs, on se dit « ouais ». J'avais pas vu ça comme ça. Et puis ça, vous allez pouvoir le mettre en pratique le 24 et le 25 décembre. On s'en approche à grands pas. Et donc, on va passer de 2 à 3. Quand il va y avoir un petit enfant qui va arriver, ça va venir bousculer les règles qu'on avait tous les deux. Quand il va y avoir un deuxième enfant qui va arriver, ça va bousculer les règles qu'on avait tous les trois. Et si vous voulez, d'un point de vue systémique, on va s'intéresser à voir comment est-ce qu'un système humain peut accepter les nouveaux, disons, dans l'ordre d'arrivée. Mais le problème de l'adolescence, c'est tout autre chose. Vous avez madame, je parle à travail égal, hein, bien entendu, madame qui est au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est les aspects domestiques, le voiturage, enfin, beaucoup de choses. Et monsieur, très fréquemment, au ministère de l'Extérieur. Associations, clubs de jeux, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et alors, on voit que le système fonctionne. Mais à un moment donné, quand l'enfant devient un adolescent, l'idée d'un adolescent, c'est qu'il doit s'extirper de la famille. Et c'est là que beaucoup de problèmes interviennent, au moment où il doit quitter sa famille. Parce que la madame, si l'enfant il s'en va, eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe que ça s'appelle le syndrome du nid vide, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il va falloir qu'elle réaménage son emploi du temps. Donc une femme ordinaire, je pense qu'ici il n'y a que des femmes ordinaires de toute façon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir essayer de se rapprocher de son conjoint. Le conjoint va lui dire, mais je suis déjà occupé, j'ai déjà... Et alors, ça crée des problèmes qui fait qu'à un moment donné, vous avez beaucoup de symptômes psychiatriques qui se réveillent à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le système est en danger de changement. Donc je ne discute pas sur le fait qu'on puisse envisager l'adolescence d'un point de vue individuel. Je suis certain que moi-même, je suis d'accord avec ça. Mais j'attire votre attention le fait que vous puissiez le penser comme, je dirais,
un système où un membre veut s'extirper de la situation et n'arrive pas à s'extirper, c'est aussi qu'il n'est pas le seul concerné dans la situation, c'est que le système dans son entier est concerné. Donc voilà, donc en fait, si on reprend vraiment la théorie de la discipline systémique, c'est qu'en fait, la famille, elle va s'organiser, comme dit Eric, elle va mettre en place des modalités relationnelles selon les étapes de son cycle de vie, et qu'à chaque fois où elle va passer à une autre étape de son cycle de vie, donc comme dit Eric, d'abord le couple, après la naissance de l'enfant, le fait qu'il grandisse, l'adolescence, le départ des enfants, à chaque fois ça va nécessiter une redéfinition des règles relationnelles, et ça va chambouler toute l'organisation de la famille. Et alors c'est vrai qu'avec Eric on a fait un point un petit peu sur l'adolescence, parce que c'est défini comme une étape particulière du cycle de la famille, où c'est vrai que l'adolescent, il va tenter de définir, c'est une période de transition, pour lui, il va questionner son identité, et il va aussi osciller, comme dit Eric, entre un désir d'autonomie, de devoir partir de chez lui, et en même temps, il a encore le désir aussi d'être aussi du besoin du cadre contenant de la famille. Et enfin, toute la position de l'adolescent, quand l'enfant devient adolescent, ça va re-questionner toutes les règles au niveau de la famille et ça va confronter les parents et l'ensemble de la famille à des nouvelles questions. Et dans la discipline systémique aussi, ce qui est défini, c'est que donc, la famille, donc, au cours de son évolution naturelle, qui est vraiment l'évolution de toutes les familles, elle va avoir des périodes de transformation, équilibre en fonction des différentes étapes du cycle de vie. Mais la famille aussi, elle peut être percutée, comme toutes les familles, par des événements extérieurs qui va venir aussi bouleverser. En plus de déjà cette modification naturelle dans les étapes de vie, ça va bouleverser son organisation. Donc les événements, ça peut être une séparation parentale, le décès d'un membre d'une famille ou un parent malade. Et ça, par exemple, un parent malade, moi qui m'occupe d'adolescents en situation de décrochage scolaire, c'est vraiment des situations très très fréquentes où il y a des adolescents qui parfois se retrouvent avec des familles monoparentales, avec une maman qui est malade, et on voit à quel point ça peut bouleverser complètement l'équilibre d'un enfant et puis et vraiment impacter l'organisation familiale. Et donc, à chaque étape du cycle de vie, c'est ce qu'a dit Eric, voilà, il y a des modifications relationnelles qui vont devoir s'opérer. Et ça, c'est vraiment dans toutes les familles, c'est naturel, toutes les familles sont confrontées à cette difficulté. Et dans beaucoup de familles, il y a des problèmes, il y a des adolescents, c'est un peu difficile. Mais en général, quand des discussions, des renégociations de règles peuvent s'effectuer, et puis l'adolescence passe et ça fonctionne correctement. C'est ce qu'on appelle les systèmes flexibles, c'est-à-dire qu'il y a une capacité au niveau des membres de la famille à se remettre en question, à renégocier les règles, à trouver de nouveaux fonctionnements entre eux. Mais il y a certaines familles où on va avoir vraiment des systèmes relationnels qui sont vraiment bloqués et on va avoir des situations rigides, c'est-à-dire que les membres de la famille sont bloqués dans des schémas relationnels et où l'enfant va commencer à développer un symptôme. Et c'est là où on peut dire que le système est bloqué dans une étape de vie et avec un enfant qui va développer un symptôme qui va permettre de maintenir un équilibre, la fonction homéostatique du système familial. Donc c'est ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Dans l'approche systémique, le symptôme que présente l'adolescence est vu comme un comportement adaptatif à un contexte. Et donc quand on est thérapeute familial de l'approche systémique, on se pose vraiment la question du contexte familial dans lequel il est apparu le symptôme de l'enfant, comment il est apparu et comment il se maintient dans le temps. Et donc là, on va arriver à vraiment la pratique systémique, un outil pour comprendre et améliorer de façon constructive les relations intrafamiliales et comment, au sein de consultations familiales, on peut aider l'adolescent en difficulté au sein de sa famille. Tu veux que je le fasse ? Oui. Ah bon. Donc en fait, on a réfléchi avec Eric à pourquoi, l'important de pourquoi travailler avec les parents pour aider l'adolescent en difficulté. Donc pour nous, en tant que thérapeute familial, vraiment, la famille, c'est l'unité de vie naturelle dans laquelle évolue l'adolescent. Nous, en tant que thérapeute, on va voir l'adolescent peut-être 30 minutes, une fois par semaine, maximum tous les 15 jours. Mais nous, on part de l'hypothèse que vraiment, l'adolescent, il évolue dans sa famille et c'est avec ses parents, ses frères et sœurs, avec qui il a des interactions constantes. Voilà, et donc, le reste, je peux continuer un peu peut-être. Alors, ce qui était très intéressant aussi, non, parce qu'on a des sujets où on est chacun, on n'a pas préparé à l'avance. Donc là aussi, ce qui est très très intéressant à savoir,
Je travaille depuis un certain nombre d'années, c'est la vie, c'est comme ça. Alors bon, c'est la vie. Mais ce qu'on observe actuellement, en tout cas, c'est une grande diminution des institutionnalisations d'enfants. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que par le passé, vous aviez des institutions pour adolescents, et donc il y avait beaucoup d'institutionnalisation, et la plupart des professionnels que vous êtes ici, personne ne travaillait avec des familles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en institution, vous aviez les professionnels qui étaient compétents pour aider l'enfant. Alors vous aviez toute une série de professionnels, vous avez des psychologues, vous avez des éducateurs, vous avez des psychiatres, vous aviez des assistants sociaux, et puis des techniciens, orthophonistes, psychomotriciens, et on se centrait sur l'enfant. Et vous aviez l'assistante sociale, qui, elle, faisait le pont entre la famille et l'enfant. Et ça marchait comme ça. C'est-à-dire, ça marchait comme ça veut dire qu'on était de temps en temps confronté au travail avec les familles, mais on n'était pas confronté régulièrement avec les familles. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'institutionnalisation, c'est-à-dire que vous êtes obligé, avec toutes les nouvelles mesures, et puis l'État, ils se sont rendus compte que ça coûtait beaucoup moins cher de maintenir, de placer des enfants chez eux que de les placer. C'est un problème pour moi d'ailleurs. Parce que même en pratique privée, on voit des choses incroyables que je n'aurais jamais vues avant. Et je vois des situations d'enfants qui sont maintenus à domicile, dont souvent, de mon point de vue, ça nécessiterait peut-être pas un placement définitif, mais en tout cas la possibilité pour le professionnel de jouer sur le fait qu'il puisse être placé s'il n'y a pas un certain nombre de choses qui bougent. Et donc là, ce que vous observez, la plupart d'entre vous, c'est pas nouveau. Hein. Ce qui est nouveau, c'est que vous le voyez. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais avant, on en était protégé parce qu'on ne voyait que l'enfant. Et donc, le problème, c'est que faire avec les parents? Que faire avec les parents quand vous savez que de toute façon, l'enfant sera maintenu à domicile? Alors, ce que je veux relever, moi en tout cas, c'est que pour ma pratique de psychothérapie de famille, ça a évolué les 10 dernières années de façon très importante. Ça a beaucoup changé parce qu'il y a des recompositions familiales, des multi-recompositions familiales. Donc, c'est avec qui il faut travailler, comment on travaille, parce que là aussi, c'est des bouquets, c'est des patchwork. On ne sait plus qui fait quoi. Les parents ne savent même pas ce qu'ils font avec eux, parce que tout à l'heure, M. Romer relevait le problème, je dirais, de l'addiction aux écrans. Moi, je pense que le problème n'est pas l'addiction aux écrans, le problème, c'est les parents. Ça, c'est ce que je pense. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec une personne que vous aviez citée tout à l'heure, qui s'appelle Serge Tisseron. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, pour moi, en principe, normalement, c'est les parents qui devraient poser des règles. Mais les parents, ils attendent que les règles soient posées de l'extérieur. Et ils vous informent de ce qui se passe. Donc, pour moi, travailler avec des familles actuellement, pour vous donner ma définition en grande partie de mon travail, parce que je ne fais pas que ça, j'ai des gens qui demandent, j'ai des gens qui sont aussi intéressés par faire un travail, mais c'est comment on peut aider des enfants à survivre au quotidien avec leurs parents. C'est comment aider des enfants à avoir un bouclier de survie dans les situations où de toute façon ils resteront avec eux, ils ne seront pas placés. C'est ça que j'ai dans ma tête. Hein. Voilà. Donc effectivement, la posture... Donc en fait, dans la posture de l'intervenant en thérapie systémique, ce qu'on propose, c'est de travailler avec toutes les personnes qui sont au sein du même toit. Donc soit ça peut se faire soit en consultation dans un bureau, soit en intervention à domicile. Et la première étape, quand on fait les consultations de famille, alors c'est ce qu'on appelle apprendre et comprendre le langage de la famille. C'est-à-dire, donc c'est une première étape où le thérapeute, l'idée c'est d'essayer de comprendre leur système de pensée, d'analyser leur séquence relationnelle, aussi de créer une alliance avec chaque membre de la famille pour déjà faire un état des lieux de la situation familiale, de commencer à mettre en place des hypothèses de fonctionnement et à élaborer au cours d'intervention des pistes pour accompagner au changement. Donc, si vous comprenez bien ce qu'elle dit, je ne veux pas te traduire en français, oui. Mais c'est une version anthropologique. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas précisément de corriger les erreurs du système. C'est précisément de comprendre comment est-ce qu'eux, ils pensent leur relation entre eux, de façon à pouvoir, à un moment donné, parler une langue qu'ils reconnaissent pour être sûr que nous avons compris ce qu'eux, ils vivent. Voilà.
Et après, on en vient vraiment à l'approche systémique expérientielle. Ouais. Alors, oui. L'approche systémique expérientielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, avant de pouvoir intervenir, c'est de comprendre comment un système fonctionne. Alors, ce que relevait M. Romer aussi ce matin, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que comment vous expliquer que vous avez des gens qui disent qu'ils interdisent à leurs enfants de se servir, par exemple, d'appareils vidéo, mais en même temps qu'ils disent qu'il ne faut pas s'en servir, ils s'en servent. Comment est-ce que moi j'interviens dans des institutions pour des problèmes X, Y ou Z, où ils vous disent que dans le même temps qu'il y a des problèmes avec les smartphones dans l'institution, et ils ont tous leurs smartphones sur la table quand ils n'envoient pas des messages en me parlant en même temps. Donc vous vous rendez compte qu'il y a ce que les gens vous disent, c'est une chose, il y a ce qu'ils vous montrent, c'est une autre chose, et il y a le lien entre ce qu'ils vous disent et ce qu'ils vous montrent, et ils le font simultanément. Vous me suivez? Donc pour moi, mon problème, c'est que de dire aux gens ce que je vois. En général, je change de place parce que comme j'ai trop de lumière, j'essaie de trouver un endroit où je ne me sens pas aveuglé. Donc, ce qui se passe donc, si vous comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je ne crois pas que de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est ça qu'ils vont faire. C'est impossible. Moi-même, par exemple, ça peut m'arriver, j'ai une bouteille de vin devant moi, voilà. Bon, je sais, chez mon médecin, c'est écrit pas plus de 2 verres. C'est vrai. Mais quand je le bois, je trouve ça bon, j'en bois un 3. Je me dis, ma tête sait, mais au fond, je fais, en même temps que je sais qu'il ne faut pas, je suis en train de faire ce qu'il ne faut pas. Je pense que d'autres personnes, c'est pour la nourriture, enfin, chacun a ses travers, mais je crois que pour moi, c'est beaucoup plus complexe que s'il suffisait de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent pour qu'ils le fassent, ils ne le feraient pas. Et je pense que les théories n'ont jamais soigné personne, qu'elles soient psychanalytiques, qu'elles soient systémiques, qu'elles soient comportementales. Ce n'est pas les théories que vous avez dans votre tête qui va changer les gens. Qu'est-ce qui va changer les gens? Qu'est-ce qui va les aider à se vivre autrement, à se voir autrement? C'est le type d'expérience que vous allez leur faire travailler. Moi, je travaille dans un bureau de 2 mètres sur 2. Hein. C'est ça, mon travail, c'est l'intimité. Par exemple, vous avez la madame... que je reprends l'exemple que je n'avais pas pensé tout à l'heure, mais au fond, je le reprends. La madame, je pose la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Je repose la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Je repose la question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Je regarde la mère, je lui dis, mais madame, vraiment, je suis charmé, je suis intéressé. Vous connaissez votre fils? Oui, oui, je connais mon fils. Je dis, chaque fois que je lui pose une question, vous répondez à sa place. Est-ce que ça vous embêterait si je vous appelle Nicolas? Mais pas du tout. Pourquoi? Je dis parce que vous répondez tellement bien et comme il ne me répond pas, je me dis que si vous pouvez vous appeler Nicolas, vous changeriez un peu votre ton de voix pour savoir dans vous qui c'est qui parle, si c'est lui ou vous. On irait plus vite. Ah, elle me dit, mais si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Si ça peut m'aider, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ce que les gens pensent. Je lui dis, alors Nicolas, tu ne voulais pas venir? Non, je ne voulais pas venir. Je lui dis, mais tu ne voulais pas venir, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Et là, le gosse, il commence à regarder sa mère, il dit, mais bon, elle a un problème. Et ça, si vous voulez, c'est très intéressant. Alors, ça nécessite le fait d'oser, ça nécessite le fait d'oser s'exposer. Bon, la séance s'arrête, ils reviennent. Bonjour monsieur, je dis bonjour madame. Oui, en sortant, là, on a parlé avec mon fils. Il m'a dit que la dernière fois, ce que vous avez fait, c'est pas normal. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? D'après lui, j'aurais pas dû parler à sa place. Je lui ai dit, écoutez, moi, je souhaiterais qu'on continue aujourd'hui. Elle me dit, il n'en est pas question. Aujourd'hui, vous allez lui poser des questions et il va répondre. Ben, j'ai dit, mais comment je vais faire pour continuer à avancer avec vous? Donc là, vous voyez, c'est que vous faites traverser une expérience à une personne qui est que vous allez amplifier les règles dysfonctionnelles. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens que vous rencontrez, que je rencontre, en tout cas, je ne sais pas qui vous rencontrez, mais ils ont des règles complètement dingues. C'est-à-dire que leur système de pensée n'a rien à voir avec le mien. Quand je dis que je vais essayer, quand Lucie dit qu'on va avoir une lecture anthropologique,
il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'on va essayer de comprendre leurs règles, mais en les comprenant, on va essayer aussi de se joindre en partie au système pour essayer d'y appartenir, un pied, et un autre pied pour rester dehors, pour pouvoir sortir les deux pieds et rentrer les deux pieds dedans. Je crois que, bon, là, je trouve que c'est une façon de s'utiliser, en tout cas, dans un travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Ça m'intéresse de comprendre, mais ça m'intéresse aussi d'aider des personnes, d'aider des familles à aller mieux. Et je trouve que vous réfléchissez, vous pensez, mais je trouve que le fait de oser, à un moment donné, intervenir, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Voilà, donc... Du coup, peut-être pour terminer, en fait, je pense que nous, moi, ce que j'ai beaucoup réfléchi au CMPP, c'est comment on peut passer du fait qu'il y a un adolescent qui vient en consultation ou des parents qui demandent pour leur adolescent une consultation. Des fois, c'est pas une évidence pour eux qu'on va travailler avec eux et tout ça. Et donc, avec Eric, on a beaucoup réfléchi comment on peut passer d'une demande pour un enfant, pour un adolescent de parents, à travailler avec ses parents ou avec sa famille en entièreté. Et c'est vrai que ce qu'on a réfléchi ensemble, c'est que déjà la première étape, c'est pouvoir se présenter, enfin en tant que thérapeute, lors d'une consultation, présenter aux parents un peu notre vision des choses, donc expliquer que nous, on a une position de travail avec les familles, qu'on propose aux parents de réfléchir avec eux comment aider au mieux leur adolescent. Et après, ce qui fonctionne bien, quand on reçoit un adolescent avec ses parents, c'est de dire, bah voilà, moi ce que je vous propose, c'est peut-être programmer 3 consultations familiales ensemble, et puis après on fait le point, et sans parler vraiment de thérapie familiale, mais pouvoir, quand on reçoit un adolescent, proposer des consultations familiales, mobiliser les parents autour de leur adolescent, et pour réfléchir ensemble à ce que Eric il a expliqué, c'est vraiment, au quotidien, c'est vraiment un outil très efficace et qui vraiment permet à l'enfant, ce qu'on a mis... de l'aider à grandir et à de l'accompagner. Mais c'est vrai que on voulait conclure en disant que l'approche systémique et expérientielle, ça demande vraiment un engagement du professionnel. Ça demande d'oser pouvoir commenter ce qui se passe lors d'une consultation, être assez ferme sur son cadre d'intervention, parce que si les familles, en même temps, elles sont intéressées pour venir réfléchir à ce qui se passe, mais en même temps, on va poser des questions peut-être des fois un peu compliquées, donc des fois, le père, il peut pas venir et tout ça. Enfin, des fois, on est un peu mis à mal en tant que thérapeute sur notre cadre de consultation, mais c'est vraiment important de pouvoir être ferme et d'avoir en tête vraiment notre cadre de consultation. Et puis, des fois, comme Eric, il explique, quand on peut apprendre à parler le langage des familles, des fois ça peut être un peu surprenant pour eux, des fois ça peut un peu venir les percuter, mais en même temps quand on arrive à tenir dans la situation un peu de crise qui émerge, c'est très très profitable pour l'enfant parce qu'il se passe des choses pendant la consultation et après, comme dit Eric, il revient la fois suivante et il peut commenter ce qui s'est passé. Voilà, c'est très éphémère, c'est très court, donc on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Donc si vous souhaitez des informations, il se trouve que si vous êtes intéressé, et ça il suffit de nous le demander, j'ai des DVD, alors il y avait eu une erreur de frappe, il y avait eu une erreur de pressage, et c'est des DVD qui ont été, c'est un DVD qui a été fait avec Mouni El Kaïm, donc qui était, peut-être certains d'entre vous le connaissent, et moi-même, et donc il y a un couple, il y a une famille, et ou alors c'est un DVD de 2 heures où pas à pas, on travaille ensemble, lui et moi, pour expliquer ce que c'est l'expérientiel. Et il se trouve que j'en ai 200 ou 300 qui dorment dans une armoire. Si vous êtes intéressé, vous envoyez un message et il vous sera envoyé. Voilà, si vous voulez de plus amples informations. En tout cas, merci pour votre écoute et merci Lucie. Oui, merci. Merci beaucoup. J'ai pas de temps, j'ai du temps.